5 décembre 2025, 03h47, heure de Moscou. Au-dessus de la mer Noire, à une altitude de 22 km, l'intercepteur lourd MiG-31K a exécuté une manœuvre de combat, se plaçant sur trajectoire de tir. L'équipage a reçu la confirmation finale de désignation d'objectif. Cible, complexe industriel en périphérie de Lviv, 1127 km du point de lancement. Sous ses aires asphaltées et ses entrepôts camouflés, à 30 mètres de profondeur, se trouvait un site dont le commandement ukrainien et ses superviseurs de l'OTAN préféraient ne pas parler. Le centre de commandement logistique principal. Le cerveau de tout le système de ravitaillement de l'armée ukrainienne en armement occidental. Le nœud par lequel transitait jusqu'à 80% de l'aide militaire de l'OTAN. À 03h48, les cartouches pyrotechniques du support se sont déclenchées. Le missile hypersonique 9S-717-60 Kinzhal, poignard, s'est séparé du pylône sous le fuselage. Son moteur à propergol solide s'est allumé une fraction de seconde plus tard, transformant le ciel nocturne en flash aveuglant. L'accélération a commencé. À la fin de la phase active de la trajectoire, le missile a atteint une vitesse de 10 fois la vitesse du son, 3,5 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait traverser la distance de Moscou à Paris en 13 minutes. Et les 1127 km du point de lancement jusqu'à Lviv lui ont pris moins de 6 minutes de vol. 6 minutes pendant lesquelles l'adversaire était absolument impuissant. 6 minutes avant le moment où un seul missile changerait l'équilibre de toute la guerre. Ce qui s'est produit cette nuit-là à Lviv est devenu un moment charnière non seulement de l'opération militaire spéciale, mais de toute l'histoire militaire moderne. Ce n'était pas simplement une frappe sur un entrepôt ou un poste de commandement. C'était la démonstration que l'époque où l'arrière profond était considéré comme absolument sûr était terminée. Que les systèmes occidentaux de défense anti-aérienne, dans lesquels des centaines de milliards de dollars ont été investis, sont impuissants contre l'arme hypersonique. Que la Russie possède une technologie capable de paralyser instantanément le système logistique de n'importe quel adversaire, où qu'il se trouve. Et que dans la guerre moderne, la victoire ne revient pas à celui qui a le plus de chars, mais à celui qui peut porter un coup imparable sur l'infrastructure critique de l'ennemi, tout en se trouvant à 1000 km de la ligne de front. Pour comprendre pourquoi la frappe sur Lviv a eu une signification si catastrophique pour l'armée ukrainienne et l'OTAN, il faut saisir le caractère unique de ce nœud logistique. Lviv se trouve à 70 km de la frontière polonaise, en arrière profond, loin de la ligne de front. Pour le commandement ukrainien et les conseillers militaires occidentaux, c'était une zone absolument sûre où l'on pouvait concentrer des stocks stratégiques, installer des structures de commandement et coordonner les flux de ravitaillement sans craindre une frappe soudaine. Cette illusion de sécurité a été une erreur fondamentale qui a coûté cher. Le nœud logistique de Lviv n'était pas simplement un entrepôt ou un point de transbordement. C'était le véritable cœur de tout le système de ravitaillement de l'armée ukrainienne en armement occidental. Jusqu'à 80% de l'aide militaire provenant des pays de l'OTAN y transitait. Les HIMARS américains et Javelin anti-chars, les Storm Shadow britanniques, les Scalp et César français, les Léopard et Iris-T allemands, les Crabes polonais, les NASAMS norvégiens, tout cet arsenal dans lequel l'Occident a investi des dizaines de milliards de dollars passés par Lviv avant de partir au front. La destruction ou même la paralysie temporaire de ce nœud signifiait automatiquement la famine d'obus et de missiles sur la première ligne. Le caractère unique du nœud de Lviv était déterminé par la géographie et l'infrastructure. C'est précisément là que la voie ferrée européenne de 1435 mm de large convergeait avec le standard soviétique de 1520 mm. C'était le seul grand point de transbordement où les cargaisons des trains occidentaux étaient rechargées sur les convois ukrainiens. Théoriquement, il existait des routes alternatives via Oujhorod et Tchernivtsi, mais leur capacité était d'un ordre de grandeur inférieur. Lviv faisait transiter jusqu'à 150 wagons de cargaison militaire par jour. Remplacer une telle capacité aurait nécessité des mois de réorganisation logistique et d'investissement infrastructurel que l'adversaire n'avait pas. Le commandement ukrainien et l'OTAN comprenaient parfaitement l'importance critique du nœud. Sa protection recevait une attention prioritaire. Les locaux d'entreposage étaient dispersés au maximum dans la zone industrielle. Un camouflage actif était appliqué. Des écrans thermiques masquaient les signatures infrarouges, de faux objets détournèrent le renseignement,
Les cargaisons étaient transportées de nuit en observant le silence radio. Les voies ferrées étaient doublées pour qu'un dommage sur une branche ne paralyse pas tout le système. Au-dessus de la ville était déployé un parapluie multicouche de défense anti-aérienne. Le système de défense aérienne de Lviv comprenait des S-300PT et Buk M1 ukrainiens, renforcés par des complexes occidentaux. Des NASAMS américains couvrirent les sites critiques dans un rayon de 30 km. Des Iris-T allemands créaient l'échelon de défense rapproché. Des équipes polonaises aidaient à intégrer tout cela dans un système unique de détection précoce, relié au radar de l'OTAN sur le territoire polonais. Théoriquement, le ciel au-dessus de Lviv était l'un des plus protégés sur tout le territoire ukrainien. N'importe quel avion, n'importe quel missile de croisière devait être détecté et abattu bien avant d'approcher la ville. Mais l'atout majeur de la défense était ce qui se trouvait sous terre. Un ancien bunker soviétique, construit dans les années 1970 en prévision d'une guerre nucléaire, avait été modernisé et transformé en centre de commandement principal du système logistique. Il se trouvait à 30 mètres de profondeur sous les fondations d'une ancienne usine de matériel agricole. L'entrée était soigneusement camouflée en local d'entreposage ordinaire. Les murs de plusieurs mètres d'épaisseur en béton armé de la plus haute qualité étaient calculés pour résister à un impact direct de bombes aériennes. Un système autonome de survie permettait de rester à l'intérieur pendant des semaines. Des lignes de communication protégées reliant le centre à Kiev, aux bases logistiques polonaises et au quartier général de l'OTAN à Bruxelles. C'est précisément là que toutes les décisions clés sur la répartition des cargaisons arrivant étaient prises. Là qu'était de planifier les itinéraires de transport des munitions vers le front. Là qu'était coordonné le travail de dizaines d'unités de l'arrière. Ce bunker était le cerveau de tout le système logistique. Et le commandement ukrainien croyait fermement qu'il était invulnérable. Le béton soviétique, 30 mètres de terre au-dessus, une défense aérienne multicouche, il semblait que rien ne pouvait atteindre ce site. C'était une forteresse considérée comme imprenable. Jusqu'à la nuit du 5 décembre 2025. La destruction d'un site aussi protégé nécessitait non pas simplement une arme puissante. Il fallait une connaissance absolument précise de l'endroit exact où se trouvait la cible, comment elle était protégée, quels étaient ses points vulnérables. Une frappe à l'aveugle aurait été un gaspillage de ressources absurde. Une opération de renseignement de la plus haute complexité était nécessaire, capable de pénétrer toutes les couches de camouflage et de tromperie de l'adversaire. Cette opération a été menée pendant plusieurs mois sous le nom de code pénétration. Elle est devenue un modèle d'intégration de tous les types de renseignements en un système unique, où chaque élément complétait les autres, créant une image complète et cohérente. Les moyens de reconnaissance spatiale ont été les premiers à entrer en action. Les satellites russes de la série Quat-2 et de reconnaissance radar Quat-3 Lanos ont commencé un balayage méthodique de la zone industrielle de Lviv. La tâche n'était pas simple. Extérieurement, le secteur ressemblait à une zone industrielle post-soviétique typique. Ateliers semi-détruits, grues rouillées, bâtiments abandonnés. Mais les analystes cherchèrent des anomalies. Et les ont trouvées. Les capteurs infrarouges ont détecté un rayonnement thermique provenant du sous-sol dans la zone de l'ancienne usine de matériel agricole. Le rayonnement était faible, soigneusement masqué, mais il était là. Cela signifiait le fonctionnement de systèmes souterrains de survie. Ventilation, chauffage, générateurs électriques. La prise de vue nocturne en haute résolution a révélé une autre bizarrerie. Près de l'un des entrepôts apparaissaient régulièrement, à intervalles de quelques jours, des colonnes de camions lourds. Ils entraient à l'intérieur et disparaissaient pendant plusieurs heures, après quoi ils quittèrent le site à vide. Formellement, cela pouvait s'expliquer par une logistique ordinaire. Mais le volume des transports et leur régularité indiquaient quelque chose de plus. On stockait quelque chose ici, quelque chose d'important. La reconnaissance spatiale a donné les premières pistes, mais cela ne suffisait pas pour porter une frappe. L'étape suivante a été la reconnaissance radioélectronique. Des avions Tu-214R, équipés de complexes de renseignement radiotechnique MRK-411, effectuaient des vols réguliers le long de la frontière ukraino-polonaise, scannant les ondes sur une profondeur de 300 km. Leur mission était d'intercepter et d'analyser toutes les communications radio dans la région de Lviv. La majeure partie des ondes était encombrée de trafic ordinaire,
communication civile, Internet, télévision. Mais les spécialistes s'intéressaient aux canaux de communication protégés de l'OTAN, fonctionnant selon les standards de chiffrement Link 16 et SATCOM. Plusieurs semaines de travail minutieux ont donné des résultats. Un réseau de canaux radio protégés a été détecté, convergeant en un seul point, dans ce même secteur de la zone industrielle où la reconnaissance spatiale avait découvert des anomalies thermiques. La triangulation des signaux a permis de déterminer la source d'émission avec une précision de quelques dizaines de mètres. Ce n'était pas un entrepôt ordinaire, ni un poste de commandement quelconque. L'intensité des échanges radio, l'utilisation des protocoles de chiffrement de l'OTAN, les sessions fréquentes de communication avec Bruxelles et les bases polonaises, tout indiquait la présence d'un commandement de haut niveau et d'une infrastructure d'importance critique. Le renseignement radioélectronique a confirmé, ici se trouve le centre de contrôle logistique. Mais pour porter une frappe au Kinzhal, il ne fallait pas simplement des coordonnées de secteur. Il fallait des informations sur la profondeur du bunker, l'épaisseur des dalles, l'emplacement exact de l'entrée et le plan intérieur. Cette information ne pouvait être fournie que par le renseignement humain. Et elle a été obtenue. Une source infiltrée dans les structures de l'arrière ukrainien a transmis les plans détaillés du complexe souterrain. La salle de commandement principale se trouvait à 30 mètres de profondeur. Dalles de couverture, 3 couches de béton armées d'une épaisseur totale de 5 mètres, séparées par des couches de terre pour l'amortissement. Entrée par un local d'entreposage camouflé, dont la porte pouvait résister à l'explosion d'une bombe de 500 kg. L'agent a également transmis des informations opérationnelles d'importance critique. L'horaire d'arrivée des trains avec l'armement occidental. L'emplacement des entrepôts avec les NASAMS et les missiles tactiques ATACMS. Et, plus important encore, l'information sur la présence dans le bunker d'officiers de haut rang de l'OTAN supervisant la logistique. Cela signifiait que la frappe sur le site aurait non seulement des conséquences matérielles, mais aussi de sérieuses conséquences politiques. Les données du renseignement humain ont servi de base à la décision finale de porter la frappe. L'étape finale a été la reconnaissance aérienne. Un drone volant à basse altitude, lancé depuis le territoire biélorusse, dans des conditions de contre-mesure radioélectrique active, a réussi à pénétrer dans l'espace aérien au-dessus de Lviv. Sa mission était de confirmer les coordonnées avec une précision maximale. Utilisant un système optique haute résolution, le drone a fixé l'emplacement exact de l'entrée camouflée du bunker. Les coordonnées ont été déterminées avec une précision d'1 mètre. Cette précision était suffisante pour le Quad 5. Tous les fragments de la mosaïque se sont assemblés en une image unique. L'état-major général a reçu un dossier exhaustif sur la cible. Coordonnées précises, profondeur, paramètres de protection, horaire d'activité, composition des forces présentes à l'intérieur. L'opération Yaaka Quad 6 s'est achevée par un succès total. L'invisible est devenu visible. L'invulnérable est devenu vulnérable. Il ne restait plus qu'à porter la frappe. Pour détruire un bunker à 30 mètres de profondeur, protégé par du béton armé multicouche et couvert par un système de défense aérienne échelonné, il fallait une arme aux caractéristiques uniques. Les missiles de croisière ordinaires étaient inutiles. Ils auraient été abattus en vol. Les missiles balistiques, bien que plus difficiles à intercepter, ne possédaient pas une capacité de pénétration suffisante pour garantir la destruction d'un site enfoui. Les bombes aériennes nécessitèrent le passage d'un avion directement au-dessus de la cible, ce qui, dans des conditions de défense aérienne active, était un suicide. La tâche exigeait une arme combinant invulnérabilité au système de défense anti-aérienne, énergie cinétique colossale pour percer la protection et précision chirurgicale de guidage. Cette arme est devenue le complexe de missiles aéroportés hypersoniques 9 S-760 Quad 7. Le Quad 8 n'est pas simplement un missile. C'est une classe d'armes fondamentalement nouvelle qui a changé le paradigme même de la guerre. Son développement s'est déroulé dans le secret le plus strict, dans le cadre du programme de création d'armes hypersoniques lancé dans les années 2000. La démonstration publique du Kinzhal a eu lieu en 2018, quand le président russe Vladimir Poutine a révélé pour la première fois l'existence de ce complexe. Les analystes occidentaux l'ont alors perçu avec scepticisme, le considérant comme un bluff ou une exagération des capacités. Les années suivantes ont prouvé,
Le Kinzhal est réel, il fonctionne et il n'y a pas de défense contre lui. Le porteur du Quat-11 est l'intercepteur lourd de haute altitude MiG-31K, une version modifiée du légendaire MiG-31, créée à l'époque soviétique pour intercepter les bombardiers et missiles de croisière américains à des altitudes extrêmes. Le MiG-31K peut monter à une altitude de plus de 20 km et développer une vitesse jusqu'à 2,5 fois la vitesse du son. Ce sont précisément ces caractéristiques qui en font la plateforme idéale pour le lancement d'armes hypersoniques. L'avion élève le missile à une altitude stratosphérique, l'accélère à une vitesse supersonique et le largue. Ensuite, le missile travaille de façon autonome. Après séparation du porteur, le moteur fusée à propergol solide du Quat-12 s'allume. Il accélère le missile jusqu'à une vitesse de 10 fois la vitesse du son, soit environ 3,5 km par seconde ou 12 600 km par heure. Pour comparaison, un avion de ligne vole à environ 900 km/h. Le Sanko Quat 13 Nola est 14 fois plus rapide. À de telles vitesses, le missile ne vole pas dans la troposphère, mais dans la stratosphère, à une altitude de 30-40 km, où la raréfaction de l'air minimise la résistance aérodynamique. Autour du missile en vol se forme un nuage de plasma créé par la friction avec les restes d'atmosphère. Ce plasma rend le Yak-Quat 14 pratiquement invisible aux radars adverses. Mais l'avantage principal du Kinzhal est sa capacité à manœuvrer activement sur toute la durée du vol. Contrairement aux missiles balistiques qui volent selon une parabole prévisible, le Kinzhal effectue des manœuvres imprévisibles en cap et en altitude. Il peut changer brusquement de trajectoire, contourner les zones de défense aérienne, effectuer un zigzag dans la phase finale. Le calcul du point d'interception pour un missile antimissile devient impossible. Le système de défense aérienne peut voir la cible, mais ne peut pas calculer où cette cible se trouvera une seconde plus tard. Et il n'y a pas de temps pour un nouveau calcul, le Kinzhal se déplace trop vite. Le temps de réaction, voilà le problème clé de tout système de défense aérienne face à une arme hypersonique. Du moment de la détection du Kinzhal, à une distance de 100 km jusqu'à son arrivée sur la cible, il s'écoule moins de 30 secondes. Dans ce laps de temps, le système doit détecter la cible, l'accompagner, calculer la trajectoire, prendre la décision de tir, lancer un missile antimissile et le guider sur la cible. Pour les systèmes type Patriot ou NASAMS, le cycle complet prend 40-60 secondes. Ils n'ont physiquement pas le temps. Et même si un missile antimissile est lancé, il sera guidé vers un point de l'espace où la cible était une seconde auparavant. Le Ichquot 20 n'y sera déjà plus. L'ogive du Ichquot 21 pèse 500 kg. C'est une munition à pénétration, conçue spécifiquement pour détruire des sites enfouis et particulièrement protégés. Son corps est fabriqué en acier spécial haute résistance, capable de supporter des surcharges monstrueuses lors de l'impact au sol à vitesse hypersonique. La partie avant est façonnée en cône pointu qui, lors de l'impact, fonctionne comme une foreuse géante. L'énergie cinétique colossale, une masse de 500 kA multipliée par une vitesse de 3500 mph, permet à l'ogive de percer des dizaines de mètres de terre et de béton armé. Le principe de fonctionnement est le suivant. Le missile, volant à vitesse hypersonique, s'écrase dans le sol précisément au-dessus du centre de la cible. Une charge de pénétration spéciale dans la partie avant détonne au moment du contact avec la première couche d'obstacle, asphalte ou dalle de béton. L'explosion perce un trou à travers lequel le corps principal du missile continue son mouvement en profondeur grâce à son énergie cinétique. Il perce la terre, les deuxième et troisième couches de béton s'enfonçant à la distance prédéterminée. Et seulement à une profondeur de 30 mètres, déjà à l'intérieur du bunker, l'ogive principale de 500 kg se déclenche. Une explosion d'une telle puissance dans un espace souterrain confiné crée une surpression monstrueuse, mesurable en centaines d'atmosphères. L'onde de choc se réfléchit de multiples fois sur les murs, amplifiant les destructions. Un bunker conçu pour résister à une frappe nucléaire extérieure ne peut supporter une explosion de l'intérieur. Le Kinzhal est l'arme du XXIe siècle contre laquelle les systèmes de défense aérienne modernes n'ont pas d'antidote. C'était l'instrument idéal pour accomplir la mission de destruction du centre de commandement de Lviv. Et dans la nuit du 5 décembre 2025, il a été employé.
La décision de porter la frappe a été prise le soir du 4 décembre 2025. Le renseignement a rapporté: on attend l'arrivée d'un important lot de complexes NASAMS américains et de missiles ATACMS, ainsi qu'une réunion avec la participation d'officiers de l'OTAN. La cible sera saturée d'actifs précieux au maximum. C'était le moment idéal. Depuis la base aérienne d'Akhtubinsk, à 03h15, a décollé un MiG-31K avec un missile Kot-23 sous le pylône central. Le vol se déroulait en mode de silence radio, un itinéraire de patrouille ordinaire pour le renseignement ukrainien et de l'OTAN. À 03h47, l'avion a atteint une altitude de 22 km et une vitesse de 2,5 Mach au-dessus de la mer Noire, à 1127 km de la cible. Les coordonnées ont été entrées dans le système de guidage. À 03h48, 17, la commande a été donnée. YAPA Quot 24. Le Quot 25 s'est séparé du pylône. 0,4 secondes plus tard, le moteur s'est allumé. En 40 secondes, le missile a atteint une vitesse de 10 Mach et une altitude de 40 km, passant en mode de vol hypersonique. Le nuage de plasma le rendait invisible à la plupart des radars. Le groupement de défense aérienne de Lviv ne voyait rien. Une cible hypersonique à altitude stratosphérique était hors de portée des capacités des NASAM et Iris-T. À 03h53-42, un opérateur a détecté une marque étrange se déplaçant à 12 000 km/h. 6 secondes plus tard, le Quot 26 s'est écrasé dans le sol, précisément au-dessus du centre du bunker souterrain. Pour les habitants de Lviv, c'était comme un tremblement de terre. Un impact sourd, un flash aveuglant, le grondement d'une explosion. L'asphalte s'est effondré, formant un cratère de 15 mètres de diamètre. Une colonne de fumée et de flammes en a jailli. La charge de pénétration a percé l'asphalte et les dalles. Le corps principal a traversé 3 couches de béton et de terre, atteignant une profondeur de 30 mètres. Là, l'ogive de 500 kg s'est déclenchée. L'explosion a instantanément tué des dizaines d'officiers de l'arrière ukrainien et de conseillers de l'OTAN. Le bunker s'est transformé en fosse commune. 40 secondes plus tard ont commencé des détonations secondaires. Les locaux d'entreposage avec les missiles américains, NASAMS et ATACMS ont détonné, créant une réaction en chaîne. Les explosions ont continué presque 1 heure, transformant la zone industrielle en enfer. Les satellites ont détecté un flash infrarouge de puissance colossale et un énorme cratère. Le renseignement radioélectronique a enregistré la preuve la plus éloquente: l'arrêt instantané de tous les échanges radio dans la région. Le cerveau du système logistique avait cessé d'exister. Une seule frappe a déclenché un effet en cascade. La destruction du centre de commandement de Lviv a paralysé le système de ravitaillement de l'armée ukrainienne en armement occidental. Les trains avec les cargaisons arrivaient, mais il n'y avait personne pour donner les ordres. Les entrepôts débordaient, mais les cargaisons ne partaient pas au front. Le système de contrôle s'est effondré. Des dizaines de missiles ATACMS se sont transformés en fumée. Les voies ferrées ont été détruites. La capacité du nœud est tombée à 0. Il a fallu des semaines pour la restauration, et pendant tout ce temps, l'armée ukrainienne a connu une famine d'obus aigus. La consommation quotidienne moyenne de munitions a chuté d'un facteur 3. Les pays occidentaux ont drastiquement réduit les volumes de livraison. La logique était cynique. Pourquoi envoyer des armes coûteuses si elles seront détruites à l'étape du transbordement? L'OTAN a commencé à chercher des routes alternatives, mais leur capacité ne compensait pas la perte du nœud de Lviv. Pour l'OTAN, ce fut une révélation douloureuse. Pour la première fois, un site stratégique a été détruit par un seul missile contre lequel aucun système de défense aérienne n'a fonctionné. Les milliards de dollars investis dans Patriot, NASAMS, Iris-T se sont révélés inutiles. Tout le concept de défense antimissile s'est effondré. C'est devenu évident. À l'ère des armes hypersoniques, il n'y a pas d'arrière sûr. La guerre de contact a cédé la place à la guerre à distance, où l'issue se décide par des frappes ciblées sur l'infrastructure critique à des milliers de kilomètres du front. Celui qui possède l'arme hypersonique dicte les règles. Pour la Russie, l'emploi du Kinzhal est devenu un argument irréfutable dans le dialogue avec l'Occident. Un signal compréhensible sans traducteur. Toute l'infrastructure militaire de l'OTAN en Europe est dans le viseur d'une arme contre laquelle il n'y a pas de défense.
Le 5 décembre 2025 a commencé une nouvelle ère, l'ère hypersonique. Une ère où Kinzhal n'est pas simplement le nom d'un missile. C'est la métaphore d'un nouvel ordre mondial, où la supériorité technologique détermine tout. Et dans ce monde, la Russie est le leader incontesté.